France 24 et Public Sénat présentent. Merci de nous rejoindre dans cette dernière ligne droite de la campagne des élections européennes. Le scrutin aura lieu entre le 6 et 9 juin en fonction des pays, le 9 juin en France. Et dans cette émission, nous allons revenir sur certains thèmes de cette campagne européenne avec la volonté de voir quelles sont les lignes de clivage politique entre les différentes formations, que ce soit sur la guerre en Ukraine, l'écologie ou encore l'économie et le pouvoir d'achat. Oui, et dans ces derniers jours, le président français Emmanuel Macron a tenté le tout pour essayer de contrer l'extrême droite en Europe. Lors de sa visite d'État en Allemagne, par exemple, il a appelé les Européens à un réveil démocratique face à la tyrannie des extrêmes. Alors, pour éclairer ces derniers jours avant le vote, deux bons spécialistes de l'Europe en notre compagnie. Lucille Bréau, bonjour. Bonjour à tous. Responsable éditoriale en charge de l'Union européenne pour le site Contexte, site d'information politique. Et puis Christophe Préau, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction du site Toute l'Europe, site d'information et de pédagogie sur les questions européennes. Visite d'État, on le disait, d'Emmanuel Macron en Allemagne pour se rapprocher symboliquement du grand partenaire européen. Mais un président en visite ou plutôt en campagne électorale contre l'extrême droite ? Alors, un président en campagne, oui. Je pense qu'il est rentré en campagne, en fait, le 25 avril. Il est descendu dans l'arène lorsqu'il a prononcé le discours dit de Sorbonne 2, discours très programmatique qui a eu une résonance en France, mais aussi une résonance vraiment à l'échelon européen. Et depuis ce temps-là, évidemment, il est effectivement en campagne. Et dans son discours, on le voit aujourd'hui un petit peu plus contre l'extrême droite, si on peut s'exprimer ainsi, où on sent aussi une montée des partis populistes au sein de l'Union européenne, même si, je pense qu'on le dira tout à l'heure, le résultat des élections, si on regarde les sondages, ne changeront pas les grands équilibres politiques au sein du Parlement européen. On en parlera justement de cette montée de l'extrême droite européenne. Peut-être, Lucille Bréau, un mot sur l'Allemagne, car Emmanuel Macron a visé l'extrême droite dans un pays où le parti d'extrême droite allemand, l'AfD, est dans le viseur ces dernières semaines, après les propos très polémiques de son tête de liste Maximilian Krah, pour lequel, je cite, les SS, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'étaient pas tous des criminels. Ses collaborateurs parlementaires sont également suspectés d'avoir facilité des ingérences russes et chinoises. Cette extrême droite, elle est toujours infréquentable. Effectivement, en ce qui concerne l'AfD, ce qui est intéressant, vous le rappeliez ces dernières semaines, c'est que l'AfD, aujourd'hui, quand on regarde à l'extrême droite du Parlement européen, l'AfD ne fera plus partie du groupe ID, qui est le groupe en fait où siège aujourd'hui le Rassemblement national. Il en a été exclu à la suite de ses propos négationnistes. Exactement. Donc ce qui va changer aussi beaucoup de choses en fait dans la manière dont l'extrême droite va se recomposer après les élections. On voit aujourd'hui qu'en France, on a quand même un Rassemblement national qui est en capacité d'emmener 29 à 30 députés à Bruxelles pour le prochain mandat. C'est peut-être aussi ce qui a pesé dans la décision du groupe ID d'exclure l'AfD finalement et de se dire on parie sur la plus grosse famille politique. Alors, justement, vous disiez, Christophe Préau, que l'extrême droite peut s'imposer au Parlement européen, fragiliser en tout cas la majorité actuelle entre la droite du Parti populaire européen, les socialistes et démocrates, les libéraux des Renew, mais pas vraiment faire la différence. Cette alliance, elle va tenir ces majorités constructives pour l'Union européenne aussi ? Oui, alors au sein du Parlement européen, il faut bien dire, les partis nationaux pour lesquels nous allons voter le 9 juin se réunissent en groupes politiques, par affinité politique. Donc au Parlement européen, aujourd'hui, il y a 7 groupes. Les forces qui construisent l'Union européenne, si on peut dire, vont des socialistes et démocrates, les Verts, Renew Europe, qui est le parti de la majorité, qui est le groupe de la majorité présidentielle, et puis aussi le PPE. Selon les projections aujourd'hui, sur 720 eurodéputés, demain, 450 eurodéputés formeraient cet ensemble-là. Donc on voit que ça laisse quand même une forte majorité. Il n'empêche néanmoins qu'effectivement, à droite de l'échiquier,
tant du côté du groupe des réformistes européens, conservateurs, et aussi identité et démographie, et démocratie, comme c'était cité, vont gagner beaucoup d'eurodéputés. Mais les équilibres politiques, eux, ne changeront pas. Et je veux juste préciser une chose, c'est que pour former un groupe au Parlement européen, il faut 23 eurodéputés de 7 pays nationaux. Aujourd'hui, au sein du groupe Identité et Démocratie, décidément, le groupe est composé justement de 7 pays. Donc le minimum. Si l'AfD ressort, mais que l'Allemagne revient, le minimum, il y aura forcément de la recomposition demain. Lucile Bréau, est-ce que ça va être si simple que ça de former une majorité pour les 5 prochaines années au Parlement européen, avec peut-être les mêmes formations politiques que la majorité actuelle, quand on voit que la présidente de la Commission européenne, qui est candidate à sa succession, Ursula von der Leyen, elle essaye d'ouvrir la porte à une possible alliance, en tout cas avec la droite radicale de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, ce qui fait grincer des dents d'ailleurs les sociaux-démocrates et même le chancelier allemand Olaf Scholz. Donc, comment elle peut se former, cette future majorité au Parlement européen ? Pour reformuler ce que vous venez de dire, en tout cas, elle ne ferme pas la porte, effectivement, à Giorgia Meloni. On sait que pour Identité et Démocratie au Parlement européen, il y a un cordon sanitaire aujourd'hui qui est très net. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question d'envisager des passerelles, des ponts ou des collaborations avec les partis membres et le groupe Identité et Démocratie. Pour ECR, en fait, c'est plus subtil et ce sera tout l'enjeu des tractations post-élection, effectivement. Donc ECR, le groupe des conservateurs réformistes européens, le groupe de Giorgia Meloni. Effectivement, on voit que Giorgia Meloni, elle a entrepris elle est dans le jeu aujourd'hui des 27. Elle veut faire partie de ce sérail-là. Elle veut montrer qu'elle est constructive au sein du Conseil européen et qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue. Après, c'est là où Ursula von der Leyen va être testée dans les 5 semaines qui vont suivre l'élection, avant la première plénière où, a priori, normalement, on est censé désigner la présidente de la Commission et en tout cas, elle est censée se présenter devant le Parlement européen. Si c'est elle que le PPE et le Conseil européen, en fait, les 27 chefs d'État et de gouvernement, parce que c'est eux qui vont mettre un nom sur la table. Qui vont nommer. Exactement, qui vont nommer une présidence. Elle va avoir une autre campagne à mener, en fait, pour si c'est elle qui est. Alors, elle est bien avant nommée. de parler de l'après, parlons quand même des thèmes de campagne et en particulier, essayons de distinguer finalement les différents programmes. Un mot d'économie, le pouvoir d'achat est l'une des préoccupations des Européens après 2 ans d'inflation. Est-ce un thème structurant de la campagne et comment se différencient les partis là-dessus ? Christophe Prévost. C'est intéressant de voir aussi que 5 ans après, les thèmes prioritaires, en fait, des Européens et aussi des Français, ont complètement évolué. Rappelez-vous, il y a 5 ans, en 2019, c'était l'environnement qui venait en tête des préoccupations. Il y avait aussi un événement qu'on a un peu oublié, c'était les conséquences du Brexit, par exemple, en 2019. Les migrations aussi venaient, mais on parlait moins d'économie et de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la préoccupation à la fois des Européens et aussi à la fois des Français, c'est effectivement pouvoir d'achat, emploi, lutte contre la précarité. Donc, est-ce que ce thème perce bien dans la campagne aujourd'hui ? Je ne suis pas vraiment sûr qu'il perce vraiment et qu'il y a des réponses. Est-ce qu'il distingue les partis ? En fait, on a toujours cette dissension en fait, entre ce que prônent les partis plutôt de droite et ceux qui prônent plutôt les partis de gauche ou plus d'interventionnisme européen et de droite moins d'interventionnisme. Au niveau de l'Union européenne, aujourd'hui, améliorer le pouvoir d'achat, ça veut dire lutter contre l'inflation. C'est ce qu'a fait la BCE en remontant les taux d'intérêt pour la première fois depuis 11 ans. C'est aussi renforcer tous les programmes européens tels qu'ils ont été bâtis aujourd'hui à travers la lutte contre la précarité, à travers les formations, à travers aussi les logements, l'accueil et l'accompagnement. C'est aussi ce qu'a fait l'Union européenne en relâchant aussi les aides d'État pour que justement chaque État puisse investir dans la relance après le Covid. Donc, même un groupe dit libéral centriste comme Renew demande beaucoup d'interventionnisme européen et beaucoup plus de budget d'ailleurs. Car en Allemagne, Emmanuel Macron a appelé un doublement du budget de l'Union européenne. Donc est-ce qu'il y a vraiment cette ligne de clivage gauche-droite sur ce thème économique avec ceux qui demandent plus de moyens et puis les partisans d'une rigueur et puis peut-être même à l'extrême droite ceux qui vont demander de diminuer les contributions des États à l'Union ? Alors, je trouve ce qui apparaît assez nettement à Bruxelles dans cette dernière ligne droite
et dans les discussions que peuvent avoir effectivement les 27 leaders aussi, c'est qu'il y a un thème qui, je trouve, s'est imposé. C'est vraiment la thématique de la compétitivité et de la souveraineté. Ces deux termes qui reviennent beaucoup, qui seront au cœur des discussions aussi des 27 dans ce qu'on appelle l'élaboration de l'agenda stratégique. On sent qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'appeler clairement à un sursaut. En fait, l'Europe a vocation à ne pas disparaître. Emmanuel Macron l'a dit, hein, l'Europe est mortelle. Elle a vocation à reprendre le dessus face aux États-Unis et à la Chine. Et c'est là où je trouve effectivement la question de l'économie, du pouvoir d'achat infuse peut-être. Alors après, sur les lignes de fracture entre les partis, si on regarde les programmes, comme on l'a fait chez Contexte, on a vraiment passé au crible 360 mesures des 7 listes capables d'envoyer en fait des eurodéputés à Bruxelles. On voit que le RN et Reconquête, donc eux, veulent clairement une baisse de la contribution française au budget de l'UE. Ça, c'est une ligne de fracture qui est très nette. Renaissance, en revanche, veut 1000 milliards quand même d'euros d'investissement fléchés sur les secteurs stratégiques via ce fameux grand emprunt dont on parle beaucoup, qu'Emmanuel Macron pousse et a repoussé encore une fois à Berlin. Alors, ce grand emprunt, évidemment, il est loin de faire l'unanimité. À gauche, écoutez, on a aussi cette volonté de faire plus d'investissements, que ce soit la liste PS Place Publique, que ce soit chez les Insoumis, que ce soit chez les Verts. Ils sont plus fléchés vers la transition verte, la transition écologique en ce qui les concerne. Et c'est là où, effectivement, on a vu quand même qu'il y avait cet enjeu sur le Green Deal qui était très fort. Justement, Christophe Préau, parlons-en. L'Union européenne a des compétences en matière environnementale, a déployé ce pacte vert ces dernières années pour atteindre la neutralité carbone en 2050. En France, les Verts sont à la traîne dans les sondages. Est-ce que l'écologie, finalement, ça reste une préoccupation centrale? Qui défend le plus, d'ailleurs, l'écologie dans cette campagne? Alors, dans les études d'opinion, on voit que les questions environnementales, elles sont plus centrale. Alors, est-ce que, parce qu'on considère que finalement, cette thématique environnementale, elle se diffuse dans tous les partis, parce que tout le monde met aussi en avant la transition écologique avec peut-être des principes et des concepts différents. Quels concepts différents? Par exemple, si on regarde les Républicains, ils veulent plus être protectionnistes et fermer les frontières pour se dire c'est plutôt aux pays extérieurs qui veulent commercer avec l'Union européenne de justement appliquer les principes et les normes européennes, que ce soit environnementales ou sociales aussi. Là où, par exemple, du côté des Verts, on est toujours à accentuer justement comment l'Union européenne peut être encore un peu plus vertueuse. Et donc on est... Je pense qu'on peut matcher les deux principes, mais on est aussi dans des principes un petit peu opposés. Il y a quand même une pression forte. Le pacte vert a créé aussi une scission, aussi, je pense, dans l'esprit aussi des citoyens, où tout d'un coup, on est passé d'un environnement et d'une transition qui était nécessaire à aussi une sorte d'environnement un peu punitif. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un inversement aussi de la vision de chaque citoyen sur ce qu'est la transition environnementale. Lucile Bréau, peut-être un mot sur la guerre en Ukraine, qui est un autre enjeu de cette campagne européenne, un enjeu qu'Emmanuel Macron souhaite mettre au centre. Il a relancé le débat avec plusieurs propositions, notamment dernièrement, il veut autoriser l'Ukraine à envoyer des missiles français sur le sol russe. Il a évoqué l'envoi de troupes au sol en Ukraine, également une dissuasion nucléaire européenne. Cette guerre en Ukraine, c'est vraiment un enjeu très fort dans cette campagne européenne? Oui, c'est un enjeu qui s'est imposé. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement dans cette campagne ou si de fait il y a eu un changement de mentalité qui était absolument nécessaire au niveau européen depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce que j'observe et ce qui est intéressant à souligner, c'est que la défense clairement européenne et l'idée de construire une défense européenne s'est clairement imposée dans cette campagne. Il y a eu un changement en fait presque de paradigme au niveau des 27, où désormais, quand on discute avec des diplomates à Bruxelles, tous vous disent, les 27 sont tous embarqués dans cette logique de aller vers plus d'autonomie stratégique. Les 27, mais les partis alors, programme des partis. Revenons à ce qui intéresse nos téléspectateurs. Bien sûr. Alors les partis, ce qui est paradoxal, parce qu'on parlait un petit peu justement de renaissance, par exemple l'élargissement de l'Ukraine ne figure pas au programme de besoins d'Europe spécifiquement, alors que Emmanuel Macron n'y est pas opposé, alors qu'il n'y a jamais eu de non de fait. Mais c'est pas quelque chose que les partis ont
enfin, comme il y a des Renaissance, partis qui sont clairement opposés. Il y a des la partis France insoumise clairement opposée, voilà. Et l'extrême droite clairement opposée. La droite d'ailleurs traditionnelle aussi plutôt opposée. Voilà, mais ceux qui sont plutôt favorables ne le mettent pas forcément tout à fait en avant, quoi. Alors, sur l'Ukraine aussi, c'est un axe qui est devenu très important, effectivement, dans cette campagne. Aide massive militaire ou pas, aide nationale, défense, oui, mais défense européenne ou française. Il y a aussi ce pendant. Aujourd'hui, on est quand même, depuis le début de la guerre en Ukraine, que ce soit l'Union européenne ou chaque État membre, c'est plus de 150 milliards qui ont été donnés et versés à l'Ukraine. Donc c'est quand même quelque chose aussi d'énorme, qui résonne aussi, je pense, dans l'esprit de chacun. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aussi maintenant avoir un pays en guerre aux frontières de l'Union européenne, ça peut pas être durable, en fait. Voilà. Et quand on parle aujourd'hui aussi d'élargissement, on comprend bien, c'est pas concevable de toute façon d'intégrer un pays qui soit en guerre. Donc je pense que c'est pour ça qu'Emmanuel Macron durcit un petit peu le discours aujourd'hui. Il n'a pas des alliés parce que tout le monde a peur de l'emballement en fait. La Russie est un pays qui a l'arme nucléaire, la France aussi. Je veux dire, on s'imagine tout de suite un peu le fracas que cela peut créer. Il n'a pas beaucoup d'alliés, mais peut-être durcit-il un peu le discours pour essayer d'accélérer aussi une issue quand même à cette guerre. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui estimer, c'est qu'est-ce que la guerre aura vraiment en termes de résonance dans les votes, en fait. Parce qu'elle est vue différemment, la guerre, entre les pays occidentaux et entre les pays plus orientaux et qui sont proches de la Russie, évidemment. Donc, au niveau des citoyens, qu'est-ce que cette guerre en Ukraine et ses conséquences auront en termes de vote, c'est un peu... Au niveau des citoyens, il faut quand même leur dire que soit ils votent, soit d'autres vont voter pour eux. Je crois que c'est un peu la conclusion de notre débat. Ouais. Le 9 juin, ou du 6 au 9 juin en fonction des pays. Et d'ailleurs, on donne rendez-vous à nos téléspectateurs le 9 juin à partir de 19h pour notre grande soirée électorale sur France 24, Public Sénat et LCP. À très bientôt à tous. Merci. Merci.